À sujet particulier, décor particulier, Calédonia a choisi de décentraliser son plateau ici à l'Association Prévention Routière de Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de l'année, 37 personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes. C'est 10 victimes de plus que l'an dernier, à la même période, sans parler du nombre d'accidents causés chaque jour. Alors comment faire pour rendre nos routes plus sûres? On en parle ce soir dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. Depuis le 1er janvier 2014, plus de 400 Calédoniens ont perdu la vie sur nos routes, un fléau qui sévit dans notre pays depuis plusieurs années. Pour en parler ce soir, Mireille Munkel, présidente de l'Association Prévention Routière de Nouvelle-Calédonie, et Emmanuel Heafala, victime de la route. Au cours de l'émission, on s'intéressera au plan du gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière. Alors que prévoit ce plan? Quelles mesures contient-il? Vous entendrez le secrétaire général du gouvernement. Et pour terminer, on parlera codage informatique et plus précisément no code avec Éric Olivier. De quoi s'agit-il et à quoi ça sert? Réponse dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue à tous les deux dans Ça vous parle. Avant de lancer la discussion, je vous propose que l'on regarde cet extrait. Il s'agit d'une action de sensibilisation que vous avez menée, Emmanuel Heafala, auprès de collégiens à Bourail en 2018. On regarde. Il ne faut pas avoir pitié d'un mec comme moi. Parce que j'ai fait le con. J'ai fait le con sur la route. Et j'aurais pu tuer quelqu'un. Mais celui qui conduit comme ça, alcoolisé, il ne faut pas parler d'accident. Il est coupable. Emmanuel Heafala, c'était en 2018. Aujourd'hui, on est en 2022 et pourtant les chiffres sont toujours à la hausse. Quel est votre ressenti par rapport à cette situation? Normalement, je téléphone toujours avec, en partenariat avec un mec qui s'appelle Moïse, un copain. Il est aussi handicapé suite à un accident. Et lui, on lui fait toujours la remarque, vous n'êtes pas fatigué de répéter toujours la même chose dans votre témoignage, parce qu'il y a toujours des accidents. Puis il a dit ça. C'est comme tous les jours, on est obligé de dire bonjour. Et pourtant, il y a des jours où on passe bien, des jours où on passe pas bien. Bon. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut toujours souhaiter le meilleur. C'est pour ça qu'on continue à témoigner, jusqu'à maintenant. Alors justement, racontez-nous comment ça s'est passé, votre accident. Heureusement que tu as dit victime de la route et non accident de la route pour moi. Parce que pour moi, ce n'est pas un accident. Un accident, c'est quelque chose d'évitable. On dit qu'on ne peut pas éviter quoi. Mais moi, c'était évitable. Le fait que j'aurais pu éviter ça, ne pas être handicapé, ne pas conduire ma voiture. Et je l'ai fait. J'ai bu, après un repas, j'ai un peu trop bu, j'ai pris le volant. Et tout conscient, je savais que je ne devais pas conduire, que j'étais sous. Mais je m'étais dit, je peux conduire, il n'y a personne pour m'arrêter. C'est surtout ça, je crois. Il n'y a personne pour m'arrêter, je pouvais conduire, donc j'ai essayé. J'ai essayé sur 10 mètres, sur 20 mètres, puis après, je peux aller sur la route. Mais c'est après arrivé à un certain lieu, à une certaine distance, après je me suis dit, il faut que je rentre parce que je suis fatigué. Mais je savais que je n'allais pas revenir jusqu'à la maison. Donc il fallait que je dorme quelque part. J'ai cherché à dormir quelque part sur la route et puis je me suis endormi au volant, en rentrant. Puis voilà, je me suis réveillé à l'hôpital. Moi j'étais marié, j'avais une femme qui avait un bon emploi, qui était dans les assurances. Moi j'étais dans l'enseignement. On n'avait pas d'enfants, mais on n'était pas pressé de bâtir quelque chose. On se disait, la vie est belle, pourquoi s'inquiéter? On avait tout. Moi, j'étais en pleine santé, ça va. En santé avec ma femme, souvent. Bon. Quand on rentrait, je la portais au lit, tout ça, c'était facile. Il y avait la vie facile. Non, voilà, l'accident a tout changé. Parce que après l'accident, quand je suis revenu d'Australie, les rapports ont changé pour les sorties. Je ne pouvais plus aller à n'importe quel endroit.
c'est ma femme qui m'aidait à monter au lit, partout, voilà, à monter sur la voiture, à sortir. Donc le charme n'était plus le même. Moi qui pensais être l'homme fort qui l'aidait dans les efforts physiques, quoi. Mais là, c'était elle qui était obligée de travailler. Bon, au bout de quinzaine d'années après, elle m'a quitté. Bon, on s'est séparés, hein, parce que bon, on voyait qu'on pouvait continuer. Elle était rassurée parce que je pouvais m'en sortir seul. J'arrivais à vivre dans la maison où on était tranquille. Un peu d'aide quoi, pour le ménage, pour la cuisine, pour tout ça, mais à part ça, moralement, j'arriverais à supporter d'être seul. Puis c'est passé comme ça, puis voilà. Et en rentrant, dès le début, j'étais rentré dans une association aussi, la CH, que je salue. Et dedans, je voyais qu'ils s'occupaient des handicapés physiques. Donc j'en faisais partie. Il y avait, à l'époque, c'était Pierre Hénin avec Billy Joe qui est mort, qui est décédé, j'en salue aussi. Mais voilà, avec eux, on a travaillé sur le. Ils m'ont dit, quand ils ont vu que j'avais un peu d'instruction, un peu plus d'instruction que d'autres personnes handicapées, ils m'ont dit, est-ce que tu voulais travailler? Moi, je dis, bien sûr, pourquoi pas, parce que j'avais demandé à travailler comme enseignant, à reprendre l'enseignement. Et la difficulté, c'était, ils m'ont dit qu'il fallait que je puisse garder la station debout pour enseigner. Alors j'ai dit, bon, ça va, j'arrête. Si à ce niveau-là, on me répond comme ça, je dis, j'arrête, c'est bon. Je change de cap. Voilà. Après, je suis resté dans l'association. J'ai vu qu'il y avait. Je pouvais exercer mes compétences dedans. J'ai dit, c'est bon, allez. Puis jusqu'à maintenant. Voilà. Sensibiliser encore aujourd'hui. Voilà, puis je m'étais dit aussi qu'il fallait que. Ce serait bien qu'on prévienne les gens, quoi. Puisqu'on a survécu à l'accident, on s'est dit, c'est bien qu'on prévienne les gens que ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais sans les obliger. C'est juste les prévenir, voilà, ce qui arrive quand on boit et puis quand on conduit. On parlera justement de sensibilisation tout à l'heure. C'est un triste record que détient la Nouvelle-Calédonie. Au pays, le taux de mortalité routière est très largement supérieur à la France et tous les territoires d'outre-mer. Je vous propose que l'on regarde les chiffres et on en reparle juste après. Entre 2005 et 2008, on dénombrait plus de 500 accidents corporels et plus de 50 tués par an. Si le pays a réussi à diviser par 2 ces chiffres, le constat reste alarmant. En Nouvelle-Calédonie, le taux de mortalité routière est 2 fois plus élevé qu'en France. Quand on compte 12 tués pour 100 blessés en métropole et 14 pour les Outre-mer, ce chiffre est de 26 pour le pays. L'année dernière, les routes ont fait 50 morts, 37 en 2020 et 52 en 2018 et 2019, sans parler du nombre de blessés hospitalisés et du nombre d'accidents. Quand on regarde les chiffres de ces 4 dernières années, on en recense plus de 300 par an en moyenne. Au total, depuis 2005, les routes calédoniennes ont coûté la vie à près de 1000 Calédoniens et ont fait plus de 4000 blessés. Mireille Menkel, comment expliquer que les routes calédoniennes sont dangereuses à ce point? Alors je ne sais pas si ce sont les routes qui sont dangereuses ou certains Calédoniens qui sont dangereux quand ils sont derrière le volant. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Nous avons malheureusement un comportement de certaines personnes au volant, ce n'est pas la majorité, heureusement quand même, qui crée une insécurité routière. Après, on a quand même un phénomène qui est lié en effet à la géographie, c'est que en dehors du Grand Nouméa, nous avons une densité de population très très faible en Nouvelle-Calédonie. Et donc, les contrôles sont extrêmement difficiles à organiser puisqu'il y a très peu de circulation. Et je pense qu'il y a des mauvaises habitudes qui se prennent pour ces personnes qui sont dans des sites dans lesquels ils n'ont pas vraiment l'occasion de voir souvent de la police. Et finalement, on prend l'habitude de conduire, même on apprend à conduire avant même d'avoir l'âge. Quand arrive l'âge, à quoi ça sert d'avoir le permis? Et puis finalement, on sait manœuvrer un véhicule, mais on ne sait pas conduire. C'est pas la même chose.
Et quelles sont les causes qui reviennent le plus souvent dans les accidents de la route? Alors en Nouvelle-Calédonie, on retrouve toujours un peu la même chose. On peut retenir deux chiffres, 70% dans les accidents mortels. Dans les accidents mortels, 70%, on remarque de la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. 70% une vitesse inadaptée à la difficulté de la route, et souvent ça va avec. Et puis, dans les accidents mortels, etc., également, on peut citer que 80% des personnes qui décèdent ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Et ça, c'est véritablement un problème qui se rajoute à la difficulté. Quand l'accident est arrivé, si on a sa ceinture, on a peut-être une chance de s'en sortir. On n'en a quasiment pas si on ne porte pas sa ceinture. Le port de la ceinture obligatoire, c'était en quelle année déjà? C'était de 2001 à 2005, c'est ça? D'abord à l'avant et ensuite à l'arrière. Enfin... Je n'ai plus les dates exactes en tête, mais il me semble que ça fait plus de 15 ou 20 ans maintenant. Ce n'est pas nouveau. Et on entend encore des gens faire mine de penser que la ceinture à l'arrière n'est pas obligatoire. À l'avant, les gens savent que c'est obligatoire. Ce n'est pas pour autant qu'ils la portent, mais ils le savent. À l'arrière, en général, on a encore des personnes qui disent « Ah bon, c'est obligatoire à l'arrière ». Or, elle est aussi utile à l'arrière qu'à l'avant, voire plus utile d'ailleurs. Emmanuel, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous étiez jeune quand vous avez eu votre accident de la route. Mireille Menkel, est-ce que les accidents de la route concernent les jeunes en Nouvelle-Calédonie, davantage les jeunes en Nouvelle-Calédonie? Alors là encore, dans les chiffres de la mortalité, parce que ce sont ceux qu'on suit, on peut constater qu'environ 50% des personnes responsables d'accidents mortels ont entre 18 et 34 ans. Donc c'est vraiment notre jeunesse qui est fauchée, la jeunesse dans la force de l'âge. Et c'est absolument terrible. On a vu aussi les chiffres comparés à la France. Est-ce qu'on a une idée de comparer à nos pays, aux pays voisins du Pacifique? Comment on se situe par rapport à ces pays voisins du Pacifique? Alors par rapport à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on est à un coefficient 2. Deux fois plus en termes de mortalité routière. Pareil pour Fidji. Le Vanuatu a des chiffres légèrement inférieurs aux nôtres. Voilà. Après, un pays d'outre-mer qui a une configuration un petit peu semblable à la Nouvelle-Calédonie en termes de réseau routier, en termes de nombre d'habitants, ce serait la Guyane française. Et j'ai regardé ce chiffre parce que c'est quand même en termes de transport un pays comparable. On est à 60% de plus par rapport à la mortalité routière. Donc on a vraiment une mortalité routière qui est énorme. Et c'est quoi? C'est les Calédoniens, ils ont une perception de la voiture qui est... C'est pas un outil, c'est un jeu. Enfin, comment on peut expliquer ça? Ils n'ont pas une perception différente de la voiture d'ailleurs. Je pense qu'il y a véritablement d'abord une consommation d'alcool qui est peut-être différente en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas, les jeunes ont des consommations d'alcool très fortes lorsqu'ils font la fête. Et certainement aussi un peu un sentiment d'impunité. On fait beaucoup de contrôles en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de contrôles routiers, mais peut-être faudrait-il mieux les cibler parce que malgré tout, on n'a pas l'impression, même si en nombre, objectivement, il y a énormément de contrôles, on n'a pas toujours l'impression d'être contrôlé ni au bon moment, ni au bon endroit, ni au moment où c'est risqué. Je pourrais dire que personnellement, la seule fois où on m'a fait un contrôle d'alcoolémie, je sortais du bureau. Je ne suis pas sûre que c'était l'endroit le plus approprié. Voilà.
Alors comment faire en sorte de réduire les accidents de la route? Fin juin, le gouvernement et l'État ont relancé la lutte contre l'insécurité routière après 3 ans de sommeil. L'exécutif a réactivé notamment le Conseil permanent de sécurité, renommé Conseil calédonien de sécurité routière. Il travaille à l'élaboration d'un nouveau plan. En quoi consiste-t-il? Je vous propose d'écouter Georges Selefen, secrétaire général du gouvernement. Une des actions très concrètes qui va être mise en œuvre dès le mois d'août cette année, c'est la reprise d'un des tronçons les plus mortels de la Nouvelle-Calédonie, qui est celui du col de la Pirogue. Pour les plus jeunes, pour la partie éducation et sensibilisation, on va voir dans quelle mesure on va pouvoir traiter le continuum éducatif. On va évoquer des dispositifs qui existent déjà depuis la primaire jusqu'au collège. La PER, la SSR, c'est de se reposer la question de l'efficacité de ces dispositifs. La question est posée pour voir si on peut intégrer la formation dans les établissements secondaires, au collège notamment. Donc c'est une des actions qui pourrait être engagée pour 2023. Sur le volet répression, on travaille aussi avec l'État sur la mise en place d'un dispositif de maillage de radars avec différents types de radars, des radars mobiles, des radars fixes, pour mailler l'ensemble du réseau de la Nouvelle-Calédonie et conduire les usagers à ralentir dans les sections identifiées comme dangereuses. Et là aussi, l'État nous accompagne sur la mise en place de ce dispositif, mais pas que. Elle nous accompagne aussi sur l'identification des tronçons à risque sur lesquels on doit travailler. Du coup, Mireille Menkel, 3 ans après, on voit que ça se réactive, qu'on reprend le dossier de la sécurité routière. Une réaction par rapport à ça? Nous sommes ravis. Nous sommes ravis que ce dossier soit rouvert. Nous sommes déçus qu'il ait été mis en sommeil pendant presque 3 ans. Mais bien entendu, c'est une grande satisfaction de voir que le gouvernement s'empare à nouveau de ce dossier. Aujourd'hui, on espère aller très vite dans les groupes de travail, puisque malgré tout, les réflexions avaient déjà été menées en amont, déjà il y a quelques années. Donc il faut un petit peu rafraîchir les réflexions et certainement mieux prioriser les actions. Donc nous espérons que ça puisse aller très vite, qu'on puisse agir très très vite. Donc nous sommes ravis qu'il y ait une prise en main du dossier par le gouvernement. Donc une des pistes est la sensibilisation et celle des jeunes en particulier. C'est une des missions que vous menez, Emmanuel Heafala. Vous allez témoigner auprès des jeunes vous leur racontez votre histoire. Et en général, quel retour vous avez de ces jeunes-là? Comment vous les sentez? On a souvent des rapports, c'est-à-dire des lettres qui nous disent qu'ils sont émus. Et puis, mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas encore le permis. Donc, moi, je les préviens, je leur dis toujours, on apprend à conduire une voiture pour avoir le permis. Mais la voiture est considérée comme un outil à ce moment-là. Mais après, à l'utilisation, on s'aperçoit quand on voit les accidents, tout ça, on leur dit, cet outil devient comme un fusil. C'est une arme qui tue des vies. Donc, quand on regarde, c'est pas l'état des routes, tout ça, c'est pas l'état de la voiture. C'est la personne qui conduit. C'est elle le danger. C'est la personne. C'est pas la voiture. On peut se méfier de tout, mais c'est pas la voiture qui tue, c'est la personne qui conduit. Et est-ce que vous pensez que ça vous aurait aidé d'avoir à l'école des victimes de la route qui viennent témoigner et viennent faire de la sensibilisation? Oui, sûrement, mais seulement après, on est seul à prendre la décision. Lorsqu'on est sous, quand on boit, on se dit, quand tout va bien, on n'a plus de frein. On se dit, pourquoi? On pense souvent que c'est une fatalité, que pour les autres, on se trompe. Il faut tout le temps faire. C'est pour ça qu'on apprend à conduire. On a envie d'insister dessus. Il faut se garder son contrôle. Il faut être le flic de sa raison. Il ne faut pas se dire qu'on va faire attention à moi, ou bien tant pis, c'est pas grave. Non, c'est grave.
Chacun doit faire attention à lui-même. C'est surtout là qu'il faut se reprendre. Et oui, quand on se laisse aller, c'est pas la peine. On va à la catastrophe, chaque fois. Mais quand on, comme disait mon copain Moïse, une fois qu'on est handicapé, on ne peut plus revenir en arrière. On a beau regretter tout ça, non, il faut assumer. Bon, c'est une autre vie. C'est là qu'on se dit, on aurait pu. Oui, mais là, c'est plus un film. On n'est pas dans un film où on va avoir une danse, à la fin, bon coupé, on se relève, et puis on recommence. La scène n'est pas bien. Non. Là, il n'y a plus de coup, c'est coupé. Par exemple, moi, j'ai coupé la jambe. Bon, ça ne va pas repousser. Hein. Voilà, c'est fini. Donc, ce que je conseille, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas s'endormir. Quand on veut dormir, on arrête le volant, on va dormir. Mais on ne va pas attendre de rester au volant comme j'ai fait, moi. Moi, je savais que je devais dormir, mais je me suis dit, il faut que je trouve un autre endroit en conduisant. Parce que les gens qui conduisent, ils sont bourrés. C'est pas forcément pour s'amuser. Souvent, c'est pour rentrer chez eux. Mais ils se disent souvent, quand on essaie de les arrêter, ils se disent non, je peux continuer, je suis ivre, pas sous. Ils font une nuance aussi, mais bon, il n'y a pas de raison à valider ça. On ne peut pas. Il faut qu'ils soient alcoolisés. Imaginez par exemple, moi j'imagine toujours dans mon accident, mon seul cauchemar que j'ai eu après, c'est de voir aussi, c'est de demander aux gendarmes, est-ce qu'il n'y a pas eu de blessés sur la route? Vous avez peur de... Que oui, que personne n'a vu, j'ai dû shooter un piéton, puis personne n'a vu, quoi. Donc je me suis renseigné aux gendarmes plusieurs fois pour m'assurer que oui. Parce que après, quand j'ai compris que j'ai blessé que moi, je dis, ah, c'est bien fait, c'est bon. Moi, tout seul, je me suis puni là-bas. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne sais pas comment j'aurais supporté si j'avais blessé quelqu'un d'autre. Alors, je vous propose de parler de sensibilisation. On a suivi une sensibilisation au lycée Jules Garnier. Ce sont les jeunes qui ont sensibilisé les jeunes lors d'un forum sur la sécurité routière. Je vous propose que l'on regarde. Ouais, c'est en dessous là. Ah oui, il faut lever là. Il faut appuyer. C'est de l'autre côté. Fixer correctement un siège bébé, ces lycéens s'y sont essayés non sans difficulté. Une idée originale des terminales de bac professionnel mécanique pour intéresser leurs camarades à la journée sécurité routière. Ouais, en vrai, ça va, c'est drôle. Ouais, c'est important quand même. Genre quand tu vois tous les accidents, les gens, ils n'ont pas la ceinture, tout ça. Du coup, c'est bien de sensibiliser les gens. Ici, les messages de prévention sont échangés directement entre jeunes. Après, il va vite comprendre aussi. Pas que la délinquance, tout ça qui peut nous informer. Pour que nous aussi on n'a pas à informer les collègues, les camarades de classe, tout ça. Que c'est important pour tous les jeunes. Puis tous les jeunes et puis tous les parents de la Nouvelle-Calédonie. Puis celui-là, là, on met où? Alors, Mireille, qu'est-ce qui est fait en termes de sensibilisation aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui est faites déjà à l'école dans ce qui concerne le continuum éducatif, donc à l'école primaire, et donc nous complétons le programme en recevant les enfants sur les pistes d'éducation routière ici au Réciving, donc quelques classes puisque nous avons, et puis à Dimbéa. Et puis nous assurons également des actions dans les établissements, plus sur des problématiques de conduite à risque, puisque comme disait Emmanuel, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore le permis, mais qui sont à la veille, à quelques années de l'avoir, et donc c'est important de leur passer les bons messages. Donc on leur passe les messages par rapport à la ceinture de sécurité, la conduite sous alcool, puisque ce sont les principaux facteurs. Nous assurons de la prévention aussi en entreprise, puisque les salariés sont également touchés par cette problématique.
Et puis, nous participons à des grands rassemblements. Par exemple, nous serons à la foire de Bourail pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Donc, bien sûr, on essaye toujours de trouver des nouvelles idées, ce qu'on peut faire, mais je pense que c'est très, très important qu'il puisse y avoir des témoignages comme ceux d'Emmanuel et de Moïse, parce que c'est important souvent de souligner que derrière les chiffres, parce qu'on assène à chaque fois, après le week-end ou pendant le week-end, encore un tué, de savoir que derrière, il y a des personnes. Et puis de rappeler que finalement, en moyenne, chaque semaine, c'est une personne qui décède et 4 personnes qui sont hospitalisées suite à un accident de la route. Chaque semaine, en moyenne. C'est terrible. Et tout ça, ce sont des papas, des cousins, des copains, des amis, des mamans. Et toute la famille est touchée et tout le monde est concerné. Et il faut vraiment que chacun bien qu'on prenne conscience que c'est son attitude qu'il faut améliorer. Et préparer ses soirées, parce que, comme disait aussi Emmanuel, quand on a commencé à déraper, qu'on a bu, on ne se rend peut-être plus tout à fait compte de ce qu'on fait. Et c'est très difficile de nous arrêter. Donc nous conseillons aussi, dans le cadre des actions auprès des jeunes, de préparer leur soirée. Quand on prépare une soirée, on pense à acheter de l'alcool, on pense à acheter de la boisson, à manger, mais on ne pense pas au retour à la maison. Il faut y penser en amont, savoir comment on va faire, ou dormir là, ou avoir quelqu'un qui vient chercher, ou des jeunes qui conduisent, qui ne boivent pas. C'est très, très, très important. On arrive au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, je vous propose que l'on parle numérique. Si votre enfant s'intéresse à l'informatique, si vous avez un projet innovant ou si votre entreprise veut gagner en performance, vous ne serez pas insensible au sujet de ce soir, c'est la chronique numérique. Bonsoir Eric, tu vas nous parler code et surtout nos codes. Une tendance de fond, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors en fait, en informatique, pour créer, on utilise ce qu'on appelle un code source quand on est développeur ou programmeur, et on va le résumer à code. C'est pas le code de la route, c'est plus la même chose. Et c'est un peu plus compliqué à apprendre, apprenez le code de la route d'abord. Donc en fait, quand on veut créer, on utilise effectivement ce langage spécifique que l'ordinateur va comprendre. En fait, ce sont les gros textes qu'on peut voir s'afficher comme étant les algorithmes, les fameux algorithmes. Et grâce à ça, alors on ne les voit pas nous, mais c'est grâce à ça que marchent les sites internet ou encore Facebook par exemple. Ok. Et là, alors le no-code serait une nouvelle langue commune, unique, un nouvel espéranto ? Il existe effectivement plusieurs centaines de codes. Alors il y en a quelques-uns principaux, mais la grande nouveauté du no-code, c'est qu'en fait on va utiliser des petits éléments visuels qu'on va souvent pouvoir déplacer, un petit peu comme on déplace un fichier sur son ordinateur, d'un dossier à un autre. Voilà, on va glisser, déposer. C'est ce principe qui est utilisé dans le no-code et qui permet à quasiment tout le monde, effectivement, de programmer, de créer des logiciels sans coder. Du coup, ça serait un peu comme des boîtes de Lego qu'on ajusterait en fonction de nos envies. On peut les voir comme ça, c'est effectivement ça, puisque on a une multitude d'outils qui vont proposer plein de possibilités, qu'on va pouvoir cumuler les unes aux autres, et puis les faire évoluer en fonction du projet qu'on porte, effectivement. Mais du coup, on peut faire quoi avec ces outils ? Alors, grâce souvent notamment à une petite base de données, quand même une liste, par exemple des articles d'un vide-grenier, le code de la route, qu'on peut utiliser en base aussi, ou pourquoi pas une liste de clients, on va pouvoir créer un site internet, créer un jeu concours, créer une plateforme d'échange, pourquoi pas de bonnes pratiques, ou de vélo, par exemple. On va vraiment pouvoir adresser tout un lot de projets et de programmes. Il faut savoir que, par exemple, on peut créer l'équivalent d'un Twitter, pourquoi pas, ou du marketplace pour vendre ses articles. Ah oui, ça quand on fait un vide-grenier, c'est intéressant. Alors, avec le no-code, tout le monde peut devenir son propre développeur et innover ? Alors, c'est sûr, pour l'innovation, ce qui va être intéressant avec le no-code, c'est de pouvoir présenter une sorte de maquette du projet qu'on veut développer. Typiquement, on pourrait faire un outil prévention routière en no-code, et puis on va pouvoir le présenter à des porteurs de projets qui le valident ou pas pour le mettre en production. Donc ça, côté innovation, c'est vraiment un soutien fort qui donne de l'autonomie sans faire appel à des développements qui peuvent être effectivement longs et un petit peu coûteux parfois. Okay. Alors du coup, est-ce que ça annonce la fin du métier de développeur ? Alors non, surtout pas, et d'ailleurs c'est un métier sur lequel on a de gros besoins en Calédonie comme ailleurs dans le monde. Un petit appel aux jeunes qui veulent s'intéresser à un métier d'avenir. Et surtout, il faut savoir que les développeurs ont créé le no-code et puis l'utilisent eux-mêmes.
pour se faciliter le travail quand ça peut l'être. Voilà. Donc le no-code, c'est un vrai mouvement de fond, comme on l'a dit, et surtout un très bon tremplin, parce qu'on va comprendre la logique de la programmation. Et pour les jeunes qui voudraient devenir développeurs professionnels, ce serait juste parfait s'ils commençaient par le no-code. Le message est lancé, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Merci Eric pour cette chronique et merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Belle soirée en notre compagnie.